film, sans plus de transition. Allons-y, la parole est à toi, Jonathan. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de Mad Max. Alors oui, les auditeurs de Pop en Stock France vont me dire que ça vire à l'obsession, que ça fait 1 an que le film est sorti, et qu'il faut vraiment que je tourne la page. Mais désolé, j'y arrive pas. Et vu que ce soir on parle de fin du monde, je me suis dit que ce serait l'occasion idéale d'en remettre une couche et de vous dire tout le bien que je pense de Mad Max. Vous l'aurez compris, on va surtout parler de Fury Road, sorti en mai dernier, et qui a tout simplement fracassé toutes les attentes et les rêves des cinéphiles du monde entier. Tout a été dit ou presque sur Fury Road, et pour un film pratiquement muet, c'est pas rien, mine de rien, puisque ça nous rappelle que le cinéma c'est avant tout des images qui bougent, et que la façon de mettre en scène ces images peut être tout aussi porteuse de sens et de messages que 150 lignes de dialogue. Parce que non, on n'a pas besoin de nous souligner que par le dialogue, pourquoi Superman est triste, comment ça se fait que Batman il a l'air constipé, etc. À partir du moment où le cinéaste se souvient que ce qui est important dans certains films, c'est la symbolique de certains signes et le message que ces signes portent. Alors, comment George Miller a-t-il réussi à 70 ballets, excusez-moi du peu, à produire une œuvre aussi absolue et qui a renvoyé à la niche toute une génération de pseudo-réels de films d'action ? La réponse est simple. Miller a mis 17 ans à monter ce Mad Max. 17 ans pendant lesquels son projet s'est successivement cassé la gueule avant de renaître de ses cendres et de se casser la gueule à nouveau. 17 ans qui ont permis à Miller de faire autre chose aussi et qui lui ont donné l'occasion au final de nous livrer une histoire à l'intrigue épurée mais retranscrivant avec une vivacité quasiment inédite une expérience cinématographique d'une pureté absolue dont l'histoire touche à l'universalité même de la condition humaine. Ce qui a surpris d'ailleurs des spectateurs qui avaient visiblement oublié que George Miller est aussi à l'origine des Happy Feet de Lorenzo et de Babe. Les centaines de jours de tournage, les 3 ans de post-production et toutes ces années à concevoir le film auront de toute évidence servi à Miller, qui, ayant le double de l'âge qu'il pouvait avoir à l'époque de Mad Max 2, et donc un regard d'autant plus précis, tant sur la nature humaine que sur le médium cinématographique, à affiner son œuvre. Fury Road est constitué comme une gigantesque course-poursuite, donc entrecoupée de pauses, en principe quand un véhicule s'enlise ou surchauffe, vous laissant à peine le temps de reprendre votre souffle. Voir Fury Road en 3D au cinéma, c'est une véritable expérience physique. Moi personnellement, j'étais cramponné au fauteuil tout le long, j'avais le cœur qui battait à tout rompre et je suis sorti de la séance essoufflé comme si j'avais fait du sport. Pourquoi ? Tout simplement parce que Miller raconte son histoire de la façon la plus instinctive possible. Il vous jette dans la mêlée et il vous prend aux tripes par cette narration en mouvement constant, ponctuée d'un langage symbolique et d'un fond mythologique qu'on aperçoit et intègre sans forcément s'en rendre compte et sans avoir à sombrer dans une surrationalisation de cet univers. Par exemple, la relation entre Max et Furiosa se développe tout au long du film sans que les deux personnages ne partagent plus de 10 secondes de dialogue consécutive. On voit dans la première séquence du film Max être capturé par les Warboys d'Immortan Joe et être marqué au fer rouge, ce qui fait de lui techniquement l'esclave du patriarche. Mais Max refuse la marque, colle joyeusement des mandales à tout le monde et tente de s'enfuir. Plus tard, on voit Furiosa prendre la tête du convoi de Joe et Miller prend soin de montrer qu'elle aussi porte la marque des esclaves sur la nuque, ce qui fait que quand elle décide de fuir et finit par rencontrer Max, leur union va être articulée autour de cette marque et autour de leur volonté de se libérer des contraintes de ce monde dévasté, voire même tué, comme le répète une des mères porteuses, par les hommes. Miller donc caractérise ces personnages par les images, mais les inscrit aussi dans un contexte mythologique particulier, puisque chacun va être associé à un symbole servant à définir sa relation avec les autres personnages et avec l'univers. Immortan Joe rêve d'une descendance parfaite, symbole d'immortalité et contrôle donc l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau est d'un point de vue mythologique un élément primordial unissant le ciel et la terre et associé au signe du verseau, à savoir une femme versant de l'eau depuis une jarre. Et il est alors pas innocent que la scène finale du film soit justement des femmes versant cette eau purificatrice et régénératrice sur les anciens esclaves de Joe. De même, Max est associé à la terre, comme le montre ce superbe plan où l'on voit émerger au ralenti du sable et au feu. Un feu qui l'anime évidemment, mais le consume aussi. Le clan des Vuvalani, qui sont ces espèces d'Amazones, sont-elles associées à la nature puisqu'elles conservent des graines qu'elles tentent de refaire pousser dans une terre rendue stérile par les agissements des hommes. Vous avez compris le principe.
George Miller tisse sa toile, symbole après symbole, et développe un récit qui est certes en apparence constitué essentiellement de voitures se rentrant les unes dans les autres, mais qui touche à quelque chose de beaucoup plus primaire et universel. La réaction qu'ont pu avoir certaines personnes, notamment les antiféministes qui avaient appelé au boycott du film, montre que le film a déjà atteint un statut particulier. On ne parlera pas ici d'allégorie, puisque comme le rappelait Tolkien, l'allégorie consiste surtout en une domination de l'auteur, mais plutôt d'un film parlant de mythe, devenu lui-même un mythe, c'est-à-dire un signe, une parole particulière que chacun est libre de voir et comprendre comme il désire. Mad Max parle des femmes évidemment, mais il parle aussi des hommes, il parle du genre humain, de ce qui les constitue et le désagrège. Furiosa se lance vers une fuite en avant, la conduisant à la perte de ses croyances les plus profondes, mais sera finalement sauvée par Max qui l'invite à tourner le dos à la mort et à littéralement faire marche arrière, puisque le dernier acte du film voit les personnages partir en sens inverse et retourner vers la forteresse d'Immortan Joe. Avec l'aide de Max, elle fait face à son passé, à ses démons et les affronte sans sourciller. Il ne s'agit plus d'un homme aidant une femme. Miller dépasse cette simple division des genres évidemment. Max est même couvert de lait maternel dans le dernier acte. Furiosa l'aide donc à regagner une partie de son humanité et en contrepartie, il transmet une partie de sa propre essence mythologique et héroïque à Furiosa par le biais d'une transfusion sanguine qui la sauve de la mort. Autrement dit, Miller n'est pas dans une conception purement féministe des choses, mais humaniste. Bref, vous l'aurez compris, Fury Road est plus qu'un simple film d'action et restera, il y a des chances, un bug dans la matrice qui est devenue l'industrie cinématographique aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura un avant et après Fury Road comme on l'espérait l'année dernière, mais en tout cas, il restera à tout jamais l'un des plus grands films jamais réalisés, une preuve supplémentaire que le cinéma peut aussi bien être une expérience sensitive que philosophique, à même de fédérer les êtres humains autour d'un imaginaire commun. Tout simplement. Eh bien, merci Jonathan pour ce message.